Bonjour, bienvenue dans le texte. Vous êtes sur le site d'Arrêt sur Image ou sur la chaîne arrêtsurimage.tv sur le canal 94 de la Freebox. Aujourd'hui, on va parler d'un certain Charles de Gaulle et plus particulièrement du tome 3 de ses Mémoires de guerre, texte qui figure au programme des terminales littéraires pour le bac de l'année prochaine et de l'année d'après. L'information est tombée il y a quelques mois, mais elle ne suscite vraiment la polémique que depuis une quinzaine de jours. Pourtant, dès le mois de janvier, quand l'information est tombée, il y a eu un mouvement de protestation du SNES, principal syndicat enseignant, une pétition émanant d'un collectif d'enseignants, s'interrogeant sur le statut d'écrivain du général de Gaulle. Est-ce un écrivain? Les Mémoires de guerre constituent-ils une œuvre littéraire? Ce sont évidemment des questions qui sont susceptibles de nous intéresser ici dans le texte. Qu'est-ce qu'un écrivain d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'une œuvre littéraire? On n'est pas sûr de le savoir, alors on va tâcher d'approcher un petit peu des éléments de réponse en compagnie de spécialistes. Stéphane Zagdanski, vous avez publié en l'an 2000 un ouvrage intitulé Pauvre de Gaulle, il m'a semblé le voir, le voilà, Pauvre de Gaulle, dont le titre révèle assez en quelle estime vous tenez l'auteur des Mémoires de guerre. Et Jean-Luc Barré, quant à vous, vous avez co-dirigé l'édition des écrits de Gaulle dans la collection de la Pléiade. On peut supposer du coup que vos points de vue seront relativement antagonistes. Et pour arbitrer ou pour enflammer cet antagonisme, un lecteur passionné des Mémoires de guerre, féru d'éloquence gaulienne, sinon de gaullisme, Daniel Schneiderman. On tâchera donc de se faire une idée sur le statut littéraire de ce texte. Alors il faut préciser que ce texte il a été écrit pendant la période qu'on appelle la traversée du désert, s'agissant de Gaulle, puisque c'est écrit entre 46, le moment où il démissionne du pouvoir, et 58, le moment où il sera amené à revenir sur le devant de la scène. Traversée du désert qui est l'occasion d'un retour sur le passé, et des mémoires, ça permet de faire une espèce de cours d'histoire très documentée et très détaillée, mais c'est aussi une période qui est chargée d'espoir de retour aux affaires, et animée d'une forme d'ambition politique. Et je me demande, c'est un peu la première question que je me suis posée, que je voudrais vous poser, est-ce que cette ambition politique personnelle ne nuit pas nécessairement à la vocation littéraire de ce texte, en gros qui est autant un ouvrage d'autopromotion servant la légende de son narrateur et son ambition personnelle? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Barré? Moi, d'abord, je récuse l'idée d'ambition politique. Je pense que De Gaulle n'est pas un homme qui a une ambition politique au sens classique du mot, comme quelqu'un qui va être candidat à une élection présidentielle, qui se prépare avec un état-major, etc. On a affaire à un homme qui, en 1946, quitte le pouvoir de lui-même, en croyant d'ailleurs être rappelé. Ce ne sera pas le cas, et il en conçoit une certaine amertume, qui va lancer ensuite un mouvement politique qui s'appelle le RPF, qui est plutôt un mouvement effectivement de droite, mais qui, à mes yeux, a au moins le mérite de préparer et de réfléchir à ce que peut être ensuite la Ve République, mais enfin, qui est un mouvement, en tout cas, qui va. Mais alors, un homme qui espère être rappelé, qui fonde un mouvement politique, oui, mais c'est pas un homme qui a une ambition politique. Non, c'est pas ce qu'on appelle ambition politique, au sens, encore une fois, il faut bien voir le contexte de l'écriture de ce livre. C'est un homme extrêmement seul. Il y a eu un sondage, à l'époque, il y avait déjà des sondages, il y a eu un sondage en 1957, où on a demandé aux Français s'ils pensaient que De Gaulle reviendrait au pouvoir. Il y a 1% des gens qui ont dit oui, qu'ils l'espéraient. C'est vous dire que dans ce contexte-là, ambition politique, ça ne veut rien dire. Et quand on est De Gaulle, on attend, c'est peut-être extrêmement, comment dirais-je, prétentieux, tout ce que vous voulez, mais on attend d'être rappelé. Quand on est De Gaulle, on attend d'être rappelé. On ne cherche pas à être rappelé. Alors évidemment, après, il y a le contexte de 58 où toute une série de gens vont faire en sorte qu'il soit rappelé. C'est encore. Et vous ne pensez pas que ça, c'est une écriture, justement, qui est destinée à faire en sorte qu'il soit rappelé? Non, pas du tout. D'abord, je vais vous dire, le Salut a été publié en 59, oui. Et il était rappelé. Bon, donc oui, il n'a pas écrit pour ça. Il n'a pas été écrit à ce moment-là, c'est la publication en 59. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est qu'il y a une mythification de son propre personnage, de son action à travers ses mémoires, mais j'allais dire c'est quasiment normal. Je ne connais pas un mémorialiste qui, à un certain moment, n'a pas tendance à mythifier ce qu'il a fait, à l'exalter, etc. Alors, moi, j'ai fait, d'ailleurs, dans la Pléiade, un travail que j'ai absolument souhaité faire, c'est-à-dire de voir comment il avait travaillé ses textes. Et on voit bien, d'ailleurs, comment il fabrique, il construit son mythe et son personnage. Ouais. Ça, c'est absolument incontestable. Le résultat étant, à mes yeux, aussi un résultat littéraire, parce qu'on a affaire, alors on va en parler, mais à un écrivain qui... C'est toute la question. Oui, c'est toute la question, mais il se pense aussi écrivain, et à mes yeux, il l'est, évidemment. Stéphane Zagdanski, sur cette ambition politique. Oui, c'est essentiel, évidemment, c'est de dire le contexte dans lequel non seulement sont écrits, mais paraissent ces mémoires. Le troisième tome, il paraît, vous l'avez dit, il est au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir n'importe comment. Il faut savoir le pouvoir, il a obtenu le pouvoir sous la menace d'un putsch, avec l'armée et les parachutistes qui encerclaient Paris en 58, et il était prêt
à instaurer une dictature, il l'a quasiment reconnu, si on ne lui donnait pas le pouvoir en 58. Donc je ne sais pas où vous avez trouvé ça. C'est une évidence. Il a un rapport... C'est de l'invention. Je vais vous lire tout à l'heure des passages des mémoires où on s'aperçoit qu'il a un rapport assez sympathique au despotisme et à la dictature. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Et au dictateur. Voilà, tout à fait. C'est sa conception. C'est encore quelque chose d'autre, mais c'est sa conception de ce qu'il appelle, lui, le caractère, qui est quelqu'un qui guide les foules. Oui, et Hitler aussi, le Führer, c'est la même chose. Il dit que le caractère, c'est ce qui meut tel dictateur sorti de son audace, sorti de rien sinon de son audace. Voilà. C'est ça la conception que De Gaulle fait, qui est une conception tout à fait, rancie du pouvoir et du rapport entre le pouvoir et les masses. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire par là, il y a plus intéressant, c'est qu'il de la 4e République. Il y a plus important dans le contexte de publication des mémoires, c'est la guerre d'Algérie. C'est que nous sommes au début d'une domination de De Gaulle pendant 10 ans sans partage, qui va quand même marquer un petit peu les esprits et la société française, d'une part, et d'autre part, a commencé la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle apparaît dans les mémoires, figurez-vous. Elle apparaît lorsqu'il écrit en 1945, il décrit, je vais vous lire le passage, on va commencer tout de suite par une citation, c'est très intéressant. Il décrit des événements d'Algérie, des événements d'une insurrection, un début d'insurrection qui est immédiatement refoulé. Voilà. Page 809-810 du Pléiade. Voilà, je vous le lis là. En Algérie, un commencement d'insurrection survenu dans le Constantinois. C'est dans le tome qu'on va donner à étudier aux élèves. Mais je n'ai pas les mêmes numéros de page, donc je ne peux pas vous suivre. 809-810 du Pléiade. Et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai, a été étouffé par le gouverneur général Châtaigneau. 3 lignes. Vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond au massacre de Sétif, de Guelma et de Kerata. Voilà. Ces massacres-là, ils ont été... On parle beaucoup en ce moment. Dont on parle du beaucoup. fait de la sortie du film de Bouchareb. Voilà. Évidemment, c'est un événement extraordinairement traumatisant pour tous les Algériens. Et c'est le déclenchement, c'est le véritable déclenchement de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire pendant 10 ans après ces répressions-là, pendant 10 ans, il va y avoir un couvercle mis sur l'Algérie, et ça va exploser précisément au moment où il revient au pouvoir. Il faut savoir qu'il envoie... Attendez, historique. Vous avez quand même des problèmes avec la chronologie, excusez-moi. Vous venez de dire, ça va exploser au moment où il arrive au pouvoir. Oui, ça explose en novembre 54. Non. Ne dites pas que ça explose au moment où il arrive au pouvoir. 4 ans. Ça a commencé d'exploser, en effet. Il faudrait qu'on arrive à s'en tenir à des questions quand même plus proches du texte et de la question de la littérature. Moi, la question que je vous pose tient moins au contexte de publication, au contexte politique, que le contexte d'écriture pour De Gaulle. Et la question que je me pose, c'est de savoir si une intention politique, un projet personnel politique détermine ou non l'écriture de ses mémoires. Ce qui, à mon avis, le fait basculer en dehors de la littérature. Parce qu'il me semble qu'une littérature au service d'un projet politique personnel ne peut plus déjà, être considérée comme de la littérature. Déjà, un mémorialiste qui est à la fois homme de pouvoir, et il est homme de pouvoir au moment où paraissent la fin des mémoires, c'est unique dans l'histoire. Ni Saint-Simon, ni le cardinal de Retz, ni Chateaubriand ne sont des hommes de pouvoir au moment où ils écrivent leurs mémoires. Tout à fait. Ce sont des frondeurs, toujours dans l'âme. Saint-Simon écrit contre la cour, il critique la cour. Le cardinal de Retz également, c'est un frondeur historique, voilà. Et Chateaubriand, bon, il est sorti des affaires, etc. De Gaulle, ça n'a rien à voir. Ouais. Les mémoires, alors on peut en discuter dans le détail, mais les mémoires dans leur ensemble, c'est un pansement d'amnésie. D'abord, c'est la réécriture de ce qui s'est passé pendant la guerre et pendant la collaboration. C'est un pansement d'amnésie plaqué sur la plaie purulente de la collaboration et de Vichy, et dont on continue d'avoir aujourd'hui encore des effets néfastes sur l'idéologie française et sur le débat politique et sur le rapport à ces choses-là. Vous avez parlé du film qui vient de sortir sur les massacres de Sétif. Le fait qu'on demande d'interdire ce film, vous voyez, c'est invraisemblable. Écoutez, en 2010. Moi, ce qui me frappe... Juste une précision. Non, mais juste un mot sur le dialogue que vous venez d'avoir. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on commence par cette émission. Enfin, je veux dire, ça fait quoi, 10 minutes qu'on est ensemble, on n'a toujours pas parlé du texte. On parle de De Gaulle, de son rôle historique, du contexte dans lequel il a écrit. Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce qu'il veut pas revenir? Non, juste une chose pour montrer à quel point, effectivement, je veux dire, j'espère qu'on va parler du texte, parce que c'est ça qui est intéressant. Mais parler du style. Évidemment, dès qu'on parle des mémoires de guerre, on parle d'autre chose. Et un exemple, on l'a vécu, nous, sur ce site, en essayant d'enquêter sur les conditions dans lesquelles le tome 3 des mémoires de guerre avait été mis au programme des Terminal L. Lord aussi, qui est en régie, là, a passé des jours et des jours à essayer de joindre les interlocuteurs responsables au ministère de l'Éducation. C'est Secret Défense. Qui est à l'origine de cette décision? Et rien qu'une question, pourquoi le tome 3 1944-46 et pas le tome 1, qui est quand même l'appel du 18 juin, qui correspond à l'anniversaire? Secret Défense, impossible à savoir.
Je veux dire, ce qui montre bien qu'on parle de littérature, mais là, on parle de bien d'autres choses que de littérature. Et vous avez une hypothèse sur pourquoi le tome 3, vous qui maîtrisez bien les trois et qui prêtez à ces 3 tomes une dimension évidemment littéraire et à De Gaulle un statut évidemment d'écrivain, à votre avis, pourquoi des inspecteurs de lettres, de littérature, ont privilégié le tome 3 pour l'inscrire à un programme de lycéens en littérature? En quoi ce tome-là serait plus... Avant de répondre à votre question, une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Non, pardon, parce que je ne peux pas non plus laisser dire des choses qui ne sont pas exactes. De Gaulle n'écrit pas ses mémoires quand il est au pouvoir. Voilà. Donc, oui, l'écriture on ne peut pas dire ça. C'est un homme de pouvoir. Ah non, vous avez dit quand il est au pouvoir. Bon, il n'est pas au pouvoir. Non, mais c'est très important parce que les années... Il n'est pas de pouvoir bien malgré lui. Les années 53-58 sont des années où il est écrivain, je veux dire, à temps plein. Oui. Pratiquement, il ne fait que ça. Dans le sens où il ne fait qu'écrire, oui. Mais oui, bien sûr. C'est ça la définition d'un écrivain, d'accord. Non, bien sûr que non. Il consacre sa vie à l'écriture. Voilà une précision. Alors pourquoi ce choix? Je suis comme vous, je le trouve un peu discutable, parce que il est un peu anachronique. Il aurait mieux valu privilégier, en effet, le premier volume des mémoires. Je vais même dire, d'ailleurs, qu'il aurait mieux valu faire découvrir aux élèves du bac un texte que je trouve beaucoup plus intéressant pour comprendre De Gaulle, qui s'appelle Le fil de l'épée, qui est un texte extrêmement court et qui est admirable, à mes yeux, sur le plan littéraire. Et qui était très court, très ramassé, où il y a tout De Gaulle déjà. Et là, c'est de la pure littérature, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de témoignage sur une action. Parce que le fil de l'épée, en 1932, il est simplement un militaire obscur et qui se consacre déjà à l'écriture pour exister. C'est ça qui est important. Alors pourquoi ce choix? Je n'en sais rien. On parle évidemment de récupération politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas totalement convaincu que ce ne soit pas le cas. Mais vous n'êtes pas dans le secret. Que ce ne soit pas le cas. Oui, je pense qu'il peut y avoir récupération politique, oui, bien sûr. C'est-à-dire que de la part d'un gouvernement qui est en train d'organiser le 18 juin à Londres un espèce de show à un moment où les valeurs du gaullisme n'ont jamais été aussi peu présentes dans la politique française. Donc, effectivement, il peut y avoir ça. Je n'en sais rien. En même temps, ce qui me choque, c'est la réaction de ce syndicat, parce que je sache, un syndicat d'enseignants n'est pas quand même un syndicat de critique littéraire. Je ne vois pas au nom de quoi ce syndicat. Moi, j'ai débattu déjà avec une des représentantes. Il faut voir finalement le niveau des arguments. D'abord, il y a effectivement un combat politique aussi de la part des syndicats contre le pouvoir en place, et De Gaulle en fait des frais, d'une certaine manière. C'est ça qui se passe. Il me semble que s'agissant du SNES, la position interroge vraiment le caractère littéraire ou non de ce texte. Mais de quel droit? Eh bien, la question se pose. Est-ce que moi j'interroge le caractère syndical de ce qu'ils font? On va dire, ça n'a aucun rapport. C'est pas à eux qui sont donnés, Jean-Luc Barré, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez le réfuter. Nous, on les a eus en ligne, puisqu'on a donc enquêté sur la question. Un des arguments qui sont donnés, c'est finalement une œuvre littéraire se caractérise aussi par le nombre d'études universitaires qui y ont été consacrées. Et sur De Gaulle, sur le plan universitaire, sur le style, sur l'écriture, il n'y a pas grand-chose. Voilà. C'est pas estampillé littéraire par le nombre des études consacrées. C'est un argument, ça vaut ce que ça vaut. Non, mais d'accord, je respecte cet argument. Mais on vit quand même dans une drôle d'époque. Parce que De Gaulle, écrivain, c'est quand même une question qui a été... Bon, évidemment, qui a pu faire débat à la fin des années 50, notamment, une partie de l'extrême droite française, à travers Jacques Laurent. Pas seulement. Jean-François Revel, j'y viens. Pas seulement. Roland Barthes, à la sortie du dernier tome des mémoires, est quasiment... Roland Barthes, c'est pas est quasiment le seul à ne pas trouver merveilleux ses mémoires, et à dire que c'est un style de pasticheur et pas d'écrivain. Et il a tout à fait raison. C'est de la rhétorique plâtreuse, c'est pas du tout du... Parfait. Il faut savoir que les dithyrambes ont été délirants à la sortie des mémoires. On l'a comparé au cardinal de Retz, à Chateaubriand, à Bossuet, à Saint-Simon. Moi qui aime ces 4 écrivains-là à la folie, je peux vous promettre qu'on ne peut pas confondre une page de Gaulle avec n'importe quelle page de ces grands génies-là. Littérairement parlant, il faut ne pas savoir ce que c'est que la littérature. Alors, justement, rentrons dans le détail, essayons de prendre un passage qui vous semblerait, à vous, particulièrement bien écrit, représentatif des qualités littéraires du style gaullien. Et essayons de voir de plus près. Qu'est-ce qui vous paraît être de la belle ou grande écriture? Moi, j'avoue que je suis sceptique par rapport aux qualités littéraires du personnage. Mais vous êtes sceptique à partir de quoi? À partir vraiment d'une expérience très honnête de lecture, page après page. Ça serait beaucoup plus amusant que vous me disiez ce que vous trouvez. Alors, par exemple, il me semble qu'on a tendance à dire que De Gaulle, c'est un écrivain parce qu'il fait des métaphores. Il y a un petit peu cette idée-là, mais si, il a une belle écriture, puisqu'il y a de la métaphore dedans. C'est vrai, c'est un cours d'histoire avec des métaphores dedans. Le problème, c'est que c'est juste toujours les mêmes. Par exemple, la métaphore maritime,
doit revenir à peu près une 50aine de fois. Hein. La mer est censée illustrer le mouvement tumultueux et violent de l'histoire. On va donc avoir un nombre incalculable de métaphores maritimes pour bien souligner à quel point l'expérience d'un homme historique est bouleversée par les mouvements douloureux de la mer. Alors on a donc, par exemple... Au moment du recul de l'armée allemande en 1944, la marée, en se retirant, découvre donc soudain, d'un bout à l'autre du territoire, le corps bouleversé de la France. Plus loin, à propos de la création de l'Assemblée consultative, des faits sont accomplis qui rouvrent au vaisseau la mer libre, après lui avoir évité d'être coulé au départ. Au moment du recul de l'armée allemande à nouveau, comme les vagues pressées déferlent sur le navire en train de sombrer, ainsi les forces alliées submergent l'Allemagne en perdition. Et enfin, page 245, là, celle-là mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que c'est une métaphore filée, ce que certains considèrent comme la preuve d'un talent littéraire, d'arriver à filer une métaphore. On peut aussi y voir une forme de lourdeur un peu académique. Il s'agit de la comparaison entre De Gaulle et Churchill. Ne pas s'étonner que De Gaulle parle de lui à la troisième personne. Il fait ça aussi une centaine de fois dans l'ouvrage. Il a conscience d'être un personnage. Donc, il parle... C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Alors, on y reviendra hein, sur le drôle de là dédoublement. Aussi, c'est un pastiche de Napoléon. Alors, juste la métaphore maritime filée que nos abonnés puissent se délecter. Alors... Cependant, dit-il, donc c'est De Gaulle hein, qui parle, si différentes que fussent les conditions dans lesquelles Churchill et De Gaulle avaient eu à accomplir leur œuvre, si vive qu'ait été leur querelle, ils n'en avaient pas moins pendant plus de 5 années navigué côte à côte en se guidant d'après les mêmes étoiles sur la mer démontée de l'histoire. La nef que conduisait Churchill était maintenant amarrée. Celle dont je tenais la barre arrivait en vue du port. Apprenant que l'Angleterre invitait à quitter son bord le capitaine qu'elle avait appelé quand se déchaînait la tempête, je prévoyais le moment où je quitterais le gouvernement de la France, mais de moi-même, comme je l'avais pris. Voilà. Alors moi... 0 sur 20, puisqu'il s'agit d'école. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir des métaphores maritimes peut vous gêner. C'est du style de sous-préfecture. Si vous voulez. Est-ce que je peux vous citer la fin des mémoires où là, c'est du style de comice agricole et vraiment de sous-préfecture. C'est moi, abominable. j'ai beaucoup aimé la fin, je dois dire. Je vais vous le dire, vous allez voir, si vous savez ce que la littérature signifie. Voilà. La nature, à mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en 4 saisons qui sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante au printemps, la nature, hein, prosopopée. Quoi qu'il ait pu jadis arriver, je suis au commencement. Tout est clair malgré les giboulées, jeunes, y compris les arbres rabougris, beaux, même ces champs caillouteux. L'amour fait monter en moi des sèves et des certitudes si radieuses et si puissantes qu'elles ne finiront jamais. Elle proclame en été quelle gloire est ma fécondité, etc., etc. Je vous signale que Judith adore, elle me l'a dit avant l'émission. Moi, j'aime bien les dernières pages. Moi, j'ai trouvé ça plus lyrique. C'est abominable, c'est du style de comice agricole, écoutez. Non, mais il faut comparer ça avec le début des mémoires. Alors, bon, ben puisqu'on parle la France, le début célébrité des mémoires. Puisqu'on s'amuse à on compare la France à une princesse de contes de fées. C'est Walt Disney au début et les comices agricoles à la fin. C'est une vision de la France d'une époque aussi. On ne compare pas ça à Chateaubriand. Mais posez-vous la question de savoir quelle idée que les gens se font de la France aujourd'hui. Lui, se faisait une certaine idée. Moi, je me fais une certaine idée de la littérature et c'est pas ça. Oui, très bien. Bon, alors, d'autres passages, on peut s'amuser à ça. Quand il parle, je trouve très beau ce passage. Où il y a, je ne crois pas qu'il y ait, je méfie, j'espère qu'il n'y a pas de métaphore maritime. Parce que sinon, évidemment, je suis perdu. Mais enfin bon, quand il parle de sa demeure de Colombey, c'est ma demeure, dans le tumulte des hommes et des événements. La solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. De quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire? D'ailleurs, cette partie de la Champagne est tout imprégnée de calme, vaste, fruste et tristes horizons. Bois, prés, culture et friches mélancoliques, relief d'anciennes montagnes très usées, résignées, villages tranquilles et peu fortunés dont rien depuis des millénaires n'a changé l'âme ni la place. Ainsi du mien, situé haut sur le plateau marqué d'une colline boisée, il passe les siècles au centre des terres que cultivent ses habitants. Ceux-ci, bien que je me garde de m'imposer au milieu d'eux, m'entourent d'une amitié discrète. Leurs familles, je les connais, je les estime et je les aime. C'est d'une sobriété admirable. Je suis d'accord avec vous. Je trouve cette fin, mais là, on est dans les 3 dernières pages. Vous voyez, il n'y a pas de métaphore maritime. En effet, oui. Mais ça peut arriver qu'il y ait des Colombey métaphores les 2 églises, je pense qu'il y aurait du mal à donner dans la métaphore maritime tumultueuse. Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ces 3 dernières pages, dont je reconnais qu'elles sont vraiment d'un autre ton et d'une autre humeur, sont pas du tout représentative de l'éloquence gaullienne telle qu'elle roule dans les 300 pages qui précèdent, qui est toute pleine de la grandeur historique et de la grandeur
très consciente d'elle-même du personnage. Là, effectivement, on est dans les trois dernières pages. Il se retire à Colombey, tout à coup, il prend le recul de la méditation. C'est pas non plus, il faut dire les choses comme elles sont. On est au XXe siècle quand il écrit ça. On est au siècle où il y a eu des révolutions romanesques et poétiques aussi importantes que celles de Proust ou de Louis-Ferdinand Céline. C'est digne. À la rigueur, vous citez les deux qui n'a pas lu. Le texte que vous venez de citer, on le fait étudier à des élèves de 5e ou de 6e, à la rigueur. Pour ne pas leur donner un vocabulaire trop difficile et une construction trop difficile, pas à des élèves de terminale ou de première, des premières littéraires. Sur les 3 dernières pages, moi je... Il n'y a pas que les 3 dernières pages. Non, on est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec Judith. Je trouve que ces 3 dernières pages font plaquer. Voilà, il est à la fin de la trilogie. Il se demande comment je pourrais chuter, comment je pourrais conclure, et il nous fait un grand numéro de lyrisme agricole et de description de la forêt champenoise. Elles font plaquer. Moi, je les avais lus quand j'étais très jeune, les Mémoires de guerre. Je les ai relus là pour l'émission. Il ne s'en lasse pas. Avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai, en me posant la question, est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est pas de la littérature ? Bon, j'ai une définition de la littérature personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je trouve que dans un texte, il y a littérature à partir du moment où l'auteur lâche prise. C'est-à-dire où l'auteur se laisse emporter par les mots, par la musique de ses mots, par la force de son texte. À partir du moment où l'auteur accepte de perdre le contrôle. Là, à partir de ce moment-là, pour moi, il y a un texte. Ce qui veut dire que les auteurs classiques, pour vous, ne sont pas des écrivains, parce que le propre même du classicisme, c'est tout de même la retenue, la réserve et la maîtrise. Le romantisme, c'est autre chose. De Gaulle est un mélange d'ailleurs de classicisme et de romantisme. Si je peux juste préciser, on va dire il y a littérature aujourd'hui, quoi. Il y a littérature aujourd'hui au XXe siècle. Bon, alors là, c'est sûr que si vous voulez, avec un auteur qui effectivement a écrit dans le but de se justifier avant tout et dans le but de se magnifier, avec une abondance de chiffres, de noms de lieux, de noms de protagonistes, tous les colonels, tous les lieutenants-colonels, tous les généraux de toutes les armées alliées sont nommés les uns après les autres et tout, on se dit on est très loin de la littérature. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments où il lâchait prise et où ces textes... Alors, ce qui m'a alerté, comme un petit bout de caillou qui dépasse, c'est les surgissements du vocabulaire affectif, amoureux, voire sexuel, érotique dans le texte de Gaulle, il y en a quelques-uns. Quand il parle de la France, c'est un érotique, moi je dirais, de troubadour constipé. Quand il parle de la France, quand il parle de la France, et bizarrement quand il parle des dictateurs. Exactement. Là c'est très, très, très curieux. Alors, c'est pas dans le tome 3, c'est dans le tome 1. Ah bah oui, mais non, c'est pas du jeu. C'est pas la règle du jeu. Mais pardon. Ça va pas. Non. C'est pour hors-jeu, Dan. Je le dis quand même. J'ai un passage du tome 3 qui va exactement dans le sens de ce que dit Daniel Suderman. Attendez, j'en ai un dans le tome 1 et un dans le tome 3. Tome 1, le portrait de Pétain. Donc, la dernière fois qu'ils voient Pétain, on est le 16 juin 40, ils ne se reverront plus jamais. Et il se trouve que la dernière fois que De Gaulle voit Pétain avant de s'envoler pour Londres, ils dînent tous les deux dans un coin opposé d'un hôtel de Bordeaux. Et De Gaulle, à la fin du dîner, va le saluer. C'est glacial, il y a une poignée de main, il n'y a pas un mot. Et voilà ce qui... Et donc, portrait de Pétain. Toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long effort de refoulement. Trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres. Attention, la gloire militaire lui avait jadis prodigué ses caresses amères, mais elle ne l'avait pas comblé, faute de l'avoir aimé seule. Voilà. C'est aussi un autoportrait, comme à chaque fois qu'il parle c'est un autoportrait. Les premiers livres, ça s'applique mot pour mot à De Gaulle. Est-ce que vous me permettez de lire autre chose? Non, mais juste un mot. Excusez-moi. Ça, j'ai retenu. Excusez-moi. C'est très drôle, Staline. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est le portrait d'un dictateur. Mais non, mais il fait... c'est le portrait d'un dictateur. Pas du tout. En devenir. Dans une semaine, il sera dictateur. Dans une semaine, il sera dictateur. Excusez-moi, il fait le portrait d'un homme qui est le maréchal Pétain, vainqueur. Pas un grand démocrate non plus. Mais bien sûr que non, mais je ne suis pas en train de dire ça. Mais entre ne pas être démocrate et être un dictateur, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une nuance. Un dictateur, Pétain mais je parle de l'homme dont il fait le portrait à ce moment-là. Il fait le portrait de l'homme qu'il a connu avant l'arrivée au pouvoir, avant Vichy. Vous voulez Staline? Mais je l'ai, oui, Staline, c'est d'un. Ça, c'est dans le tome 3, Judith. Bien sûr, il y a... Page 78. Dès lors, seul en face de la Russie,
Staline, la vie mystérieuse, plus forte et plus durable que toutes les théories et que tous les régimes. Il l'aima à sa manière. Elle-même l'accepta, comme un tsar pour le temps d'une période terrible, et supporta le bolchevisme pour s'en servir comme d'un instrument. Ouais. Je veux dire, on pourrait citer aussi le rapport à Hitler. Non, mais voilà. Parce que Hitler, c'est pareil. Je vais lire notre passage sur Staline. C'est pire. Sur Staline, voilà ce qu'il écrit. Allez-y. Staline était possédé de la volonté de puissance. Il ne faut quand même pas croire qu'il enjolive le personnage. Staline était possédé de la volonté de puissance, rompu par une vie de complot, à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaine, subjuguant ou liquidant les autres. Ah, ça, c'est très bien. Il n'y a pas grand-chose de favorable. Staline, il dira quelques lignes plus loin, c'est pas le problème. son charme ténébreux. Mais bien sûr, Lui-même. il y avait un charme ténébreux chez Staline. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Aujourd'hui, ce on qui est n'a pas le droit intéressant, de c'est le dire... vocabulaire affectif. Que le vocabulaire, mais justement, oui, que il le faudrait qu'on vocabulaire développe ça. affectif surgisse comme ça dès qu'il est question d'un Mais comment dictateur. croyez-vous qu'on devient Staline, sinon aussi à travers un charme ténébreux? Mais c'est pas le problème. Non, on n'est pas là mais pour c'est être ça qui pour- fait un témoignage aussi. Non, mais c'est ça qui fait la valeur d'un C'est une témoignage. conception, en effet, tout à fait gaullienne de la psychologie des despotes. C'est la vôtre, c'est pas la mienne, par exemple. Voilà ce qu'il dit de Hitler. Et là, on est vraiment dans la métaphore C'est la même. érotique, Absolument, explicite. délirante. Cet homme, parti de rien, là c'est dans le Salut, donc dans le 3e tome des Mémoires. Ouais. Cet homme parti de rien s'était offert à l'Allemagne au moment où elle éprouvait le désir d'un amant nouveau. Lasse de l'empereur tombé, des généraux vaincus, des politiciens dérisoires, elle s'était donnée aux passants inconnus qui représentaient l'aventure, promettaient la domination et dont la voix passionnée remuait ses instincts secrets. Ouais, les instincts Non, non, secrets. non, Alors ça, on peut donner- c'est vachement intéressant. Mais Attendez, Pourquoi vous ne lisez pas la suite? politiquement C'est douteux intéressant, la peut-être. suite. C'est politiquement pas seulement douteux politiquement peut-être. douteux, c'est que ça Est-ce que correspond à là, sa on n'est pas conception géopolitique du monde. Non, mais est-ce Il que là, est- on n'est pas dans un vrai texte ouais, alors- Est-ce que là, on n'est pas dans Non, quelque chose de non, très très mystérieux? Si, si, parce que je suis d'accord. Lisez les portraits non, d'Hitler mais- par Hermann Rauschning. Hitler, c'était pas. Lisez surtout Attendez. la fin d'Hitler par De Gaulle, parce Non, mais- qu'une page plus Moi, je ne plus suis loin, pas sur l'analyse Il est- politique que ça constitue du dictateur. C'est Je littéraire. suis sur la question du travail Mais c'est littéraire. magnifique. Cette Pourquoi du métaphore littéraire d'une relation amoureuse entre un homme et un peuple Sexuel. court. Alors justement, Mais c'était- sexuel s'agissant de Hitler et l'Allemagne, parce que là, l'Allemagne se donne à un amant nouveau, c'est explicite. Et De Gaulle, c'est pendant tout à fait le cas. 300 imaginez la pages... pauvreté d'explication Mais du c'est tout à fait nazisme le et de cas. l'hitlérisme. Mais c'est tout à Mais ça fait n'est le pas cas. une C'est explication, débilissime. ça Mais n'est pas rappelez un une explication, géopoliticien. c'est Mais une rappelez-vous les manière de meetings, dire. rappelez-vous les Il meetings suffit- d'Hitler et regardez dans quel état de transe se trouvait cette population Bien, face à alors, Hitler. S'il n'y a voilà. pas quelque chose d'ordre sexuel, c'est que vous n'avez pas Alors, compris grand-chose à ce qu'est le justement, nazisme. C'est déjà dit par Reich des C'est la décennies auparavant. vérité, c'est la vérité. Alors- C'est pas une relation banale. Il s'agit de dire qui était Hitler quand on se place soi-même parmi les grands. Mais écoutez, il a le droit d'avoir sa les vision grands- d'Hitler. Il a tous les droits. Il a le droit d'être De Gaulle. Il l'a seulement pas De connu. Gaulle. Si on considère que c'est un texte littéraire, il a absolument tous les Bien sûr. droits. Voilà, il a le droit d'écrire ça surtout aussi, celui Bah, c'est ça, un écrivain. de figurer la relation entre un peuple Bien et sûr. un homme sous la forme d'une relation C'est un érotique. écrivain, bien sûr. Ce qui est intéressant, N'importe quel écrivain. Jamais Baudelaire n'aurait écrit ce genre de choses. par Stéphane, exemple. on peut laisser parler Judith 2 secondes, si je peux. ce qui est intéressant, c'est donc J'aimerais bien savoir ce que... bah oui, c'est la différence de degré de sexualité dans le rapport entre l'homme providentiel et son peuple. Chez Hitler et les Allemands, et l'Allemagne, il faut dire le nom pour entendre le féminin de la nation, la relation est consommée. Elle voulait un amant nouveau. Pendant les 300 pages où Charles de Gaulle décrit sa propre relation à la France, on sent C'est le que même ordre. lui ne veut pas la prendre comme Villepin ensuite a dit que la France a envie qu'on la prenne, ça la démange dans le bassin. On sent qu'il y a chez les gaullistes quelque chose d'une relation comme ça, un petit peu vigoureuse, à une nation très féminine, et que l'homme providentiel, c'est le mâle, quelque part. Eh bien, De Gaulle fait sa coquette un peu. Il ne veut pas la prendre de force, il veut qu'elle le désire. Et donc, toutes les descriptions des clameurs de foule, c'est magnifique, il y a au moins une trentaine de descriptions de clameurs de la foule sur son passage, consistent de la part de Gaulle en un décryptage du degré de séduction, de connexion qui s'est établi entre lui et la foule. Et ça, pour moi, c'est un vrai exercice littéraire. Je ne sais pas si c'est un exercice, je ne sais pas C'est s'il un a des plus conscience de banals ça. clichés C'est ce qui est- romantico-fascistes. Attendez, avant. Cette idée de... fasciste, précisément. Pas du tout. Parce qu'un C'est fasciste ou un typique, nazi c'est- ne cherche pas à séduire un peuple, il cherche à le prendre. Voilà. Or, la Alors que différence De avec Gaulle De veut la Gaulle, c'est foule. qu'il y a un exercice de séduction qui explique ce que je L'idée disais tout à que l'heure. le grand homme et l'homme de pouvoir est là pour faire l'amour, que ce soit en violant ou en le séduisant à son peuple et à son pays, Bon, écoutez, c'est une idée romantico-fasciste, je suis désolé. Écoutons quand même un tout petit Si peu l'amour- comment aucune De Gaulle... culture Si l'amour politique, si l'amour est fasciste pour vous. Non, pour un
un homme de pouvoir, oui. Je suis frappé tous les deux à quel point vous avez du mal à parler du texte. Ouais. Mais enfin, arrêtez un peu. Mais non, on en revient sans arrêt à De Gaulle. Est-ce qu'il était fasciste? Est-ce qu'il n'était pas fasciste? Est-ce que c'était un démocrate? On s'en fout. La littérature, c'est aussi de la pensée. Et voilà, l'intérêt. Si on fait un tableau du vocabulaire employé par De Gaulle dans l'ensemble de ses mémoires, c'est ce que Nabokov disait à propos de Malraux. Vous voyez, on reste dans la pure littérature. Il dit c'est une prose qui appartient à la Compagnie internationale des grands clichés. Voilà. Alors c'est typique de Gaulle, c'est ça, la Compagnie internationale des grands clichés. Et je le répète, ce sont toujours des clichés romantico-fascistes. Pourquoi? Parce que c'est des appels à la race, au sang, au sacrifice du sang, à la décadence, à l'argent, aux intrigues, aux privilégiés. Ça, en permanence. Il a exactement le même vocabulaire que les vichistes ou que les pétainistes de la même époque. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ont les mêmes lectures et la même formation idéologique et littéraire, à savoir, ça se résume en deux noms, vous le savez comme moi, Barrès, Maurras. Oui. C'est ça De Gaulle. Vous citez pas. Je voudrais quand même... Alors moi, ça m'embête parce que vous êtes dans une disqualification politique. Finalement, ce que vous récusez... Pour moi, Barrès, Maurras, c'est pas de la bonne littérature. Non, mais vous dites voilà, que c'est romantico-fasciste. Avec le mot fasciste, vous faites entrer l'évaluation politique. Moi, la dimension politique ici, bien sûr, mais par exemple, quand je vous parle du rapport au clameur de la foule, ce qui m'intéresse, c'est la justesse de la description, pas le fait que ça dessine une figure politique crypto-fasciste. Bien sûr, c'est ça qui est Par exemple, le fait, alors ces fameuses clameurs de foule, où je mesure, moi j'ai l'impression de mesurer le degré de progression de la relation de De Gaulle avec la France, dans quelle mesure il arrive, est-ce qu'il va se la faire ou pas, quoi. Alors là, donc, il décrit avec le je ne sais quoi qui est si littéraire, je ne sais quelle tonalité différente de l'enthousiasme, une sorte de dosage des applaudissements, les signes et les coups d'œil échangés entre les assistants, les jeux de physionomie calculés suivant mes propos m'avaient fait sentir que les politiques, qu'ils fussent anciens ou nouveaux, nuançaient leur approbation. Plus loin, à mesure que j'abordais les rangs, un certain frémissement me faisait voir qu'on m'avait compris. Plus loin encore, j'avais pu voir en province comme à Paris quelle ferveur se portait sur moi. La nation discernait d'instinct que dans le trouble où elle était plongée, elle serait à la merci de l'anarchie puis de la dictature si je ne me trouvais pas là pour lui servir de guide et de centre de ralliement. Et revoilà cet instinct que De Gaulle a identifié dans la nation allemande, cet instinct qui est entre le féminin et l'animal, quand même, il faut dire ce qu'il y a. On a l'impression que du côté masculin, il y a la conscience, la pensée, le pouvoir, et en face de lui, la France, c'est les sentiments, l'instinct. Donc, la sensibilité, quelque chose quand même dans les clichés traditionnels qui nous emmène du côté du féminin, voire de l'animal. Et moi, j'ai même le sentiment qu'au fond, son rapport à la France, ouais, c'est peu à peu... La France c'est une interprétation. Non, disons que la France qu'il aime, c'est une France bien dressée, comme un animal bien dressé. Surtout indocile, vous savez. Par exemple, quand Churchill vient voir les mouvements de foule, justement, il est aux côtés de De Gaulle, il analyse les mouvements de foule. De Gaulle parle de Churchill comme ça. Il avait pu voir chacun à sa place, la foule respectant les barrages et sachant parfaitement se déchaîner ou se taire suivant ce qui convenait. Enfin, de belles troupes. Et des troupes au troupeau, il n'y a pas loin. Plus tard, quand il parlera des communistes, quand il s'agit de remettre la France au pas, il parle des communistes en ces termes, ruant, mordant, se cabrant, mais attelé entre les brancards et subissant le mord et la bride, il va donc, le PC, lui aussi tirer la lourde charrette. Donc l'histoire de cette relation, c'est au départ une femme qu'il s'agit de séduire, et à mesure que la relation progresse, ça devient une sorte d'animal qu'il convient de faire tenir bien dans la clôture. Il y a quand même beaucoup de clichés dans ce que vous dites aussi. Hein. Il y en a peut-être chez De Gaulle, mais il y en a quelques-uns chez De Gaulle. Ils sont entièrement tirés de la prose gaulienne. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une relation passionnelle de Gaulle à la France. Ça, c'est incontestable. Et c'est ça qui fait d'ailleurs de ce livre aussi un livre littéraire. C'est pas seulement des mémoires classiques d'un homme d'État qui va se raconter, etc. On peut d'ailleurs penser à Churchill aussi de ce point de vue-là, mais c'est beaucoup plus passionnel. Pourquoi elle est passionnelle? Parce que c'est l'histoire aussi d'un homme avec une France qui a subi en 40 la défaite qu'on connaît. C'est une France qu'il essaie de ressusciter, qu'il essaie de faire revivre, tout en étant parfaitement conscient. Et il y a des passages qui le prouvent, qu'elle est dans un tel état, dans une telle situation. On l'a laissée dans un tel état. On l'a mis dans un tel état, et c'est quand même pas De Gaulle qui est responsable de la défaite de 40. Bon. Que cette France-là, c'est comme une espèce de créature exténuée et qu'il faut essayer à qui il faut essayer de rendre vie. C'est ça qui inspire peut-être toutes ces métaphores qui vous gênent aujourd'hui. Mais il y a un rapport passionnel à la France. Du tome 1, oui, bien sûr. La princesse des contes ou la Madone. Mais il faut bien voir le niveau de blessure. La Madone aux fresques des murs. Vous savez, De Gaulle est un homme qui a écrit tout cela avec une des choses qui m'avait le plus frappé d'ailleurs quand j'avais travaillé sur ces manuscrits, c'est de voir la permanence d'un certain nombre de mots, comme le mot chagrin, etc., d'ailleurs qu'il gommait volontiers.
Et c'est un homme qui est plein de chagrin pour ce pays-là, parce que c'est un homme du 19e siècle qui a été formé dans une certaine idée de cette France et qui ne la retrouve pas et qui essaie de la faire exister, ce qui est magnifique à mes yeux, par la littérature. Alors il y arrive ou il n'y arrive pas, c'est un autre débat. Mais la littérature est un moyen, finalement, de ressusciter cette France, de l'exalter. Et au fond, c'est le dernier écrivain de la France. Quand vous dites qu'il a la France, oui, pas de France, Quand évidemment. vous dites qu'il a essayé de gommer, ça veut dire que vous avez eu accès à différentes versions du manuscrit? Bien sûr, non. Quelles sont les versions? Non, mais ça rejoint. Alors, tout ce qui est d'ordre. C'est-à-dire, on peut savoir les mots qu'il a Ah, gommés. mais ils sont dans ce qu'on appelle les repentirs, que j'ai publié à la fin de ce volume de la Pléiade, où j'ai moi-même voulu voir ce qu'étaient ces repentirs, pour voir comment ils construisaient tout cela. Vous avez travaillé sur quel document? Les manuscrits originels, c'est-à-dire l'ensemble des manuscrits dont on a d'ailleurs, alors c'est pas parce qu'un homme rature ses textes qu'il est un écrivain naturellement, mais on voit l'effort en tout cas littéraire considérable, l'attachement qu'il porte à la littérature, aux mots. C'est très raturé? C'est immensément raturé. Il y a facilement pour chaque page 5-6 versions différentes, et il y a ensuite un travail sur les épreuves, etc., qui est fait jusqu'au bout. Moi, j'ai juste une curiosité, par exemple, c'est un mot qui m'a frappé, parce qu'il revient tout le temps, c'est le mot mélancolie. Bien sûr. Alors, Chagrin, mélancolie, oui. Non, mélancolie. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, je me dis, tiens, c'est joli, mélancolie. Je veux dire, dans le registre de la diplomatie... C'est obsessionnel, celui-là. De la diplomatie internationale, de la guerre et tout, on ne s'attend pas à ce qu'ils prêtent de la mélancolie aux Anglais, à Churchill, à Roosevelt, ils prêtent de la mélancolie à tout le monde. Puis, quand ça revient 20 fois, je me dis, mélancolie, c'est peut-être une facilité de sa part. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas quel mot employer, donc à chaque fois qu'il ne sait pas quoi dire, il balance de la mélancolie. C'est un homme de grande. C'est un rhéteur, et c'est pas du tout un écrivain, pour une raison très simple qui n'a rien à voir avec les questions de goût. On peut aimer ou ne pas aimer qui on veut en littérature. Bien sûr. En revanche, il y a quelque chose, un élément qui est essentiel pour moi, qui suis écrivain, qui suis romancier et essayiste aussi. Il y a un élément essentiel qui fait qu'on est ou qu'on n'est pas un grand écrivain destiné à rester, c'est la vérité, le sens de la vérité. Or, les romanciers ne trichent jamais. La vérité, je ne vais pas parler, ça n'a rien à voir avec la fiction. La vérité, ça signifie ne pas aimer le mensonge. Ne pas vouloir le mensonge. Or, les mémoires de De Gaulle, c'est du début à la fin un chef-d'œuvre de propagande mensongère sur lui-même et sur les autres. Et pourquoi, quand il arrive à Londres le 18 juin 40, c'est pas vrai? Après, vous pouvez dire les métaphores. Le roman, c'est du mensonge. Oui, aussi. Permanent, Enfin, je veux dire, le roman est un mensonge qui dit la vérité. C'est du mentir, c'est du mentir vrai. Ça, c'est une admirable formule. C'est une admirable formule. Qui vous dit que ce n'est pas valable pour De Gaulle, d'ailleurs, cette C'est formule? pas valable du tout pour De Gaulle, parce que De Gaulle, c'est de la propagande. La propagande, ça n'a rien à voir avec la fiction. Voici un texte. Là, on va voir c'est quoi la différence entre la propagande et le mensonge vrai de la fiction? Portrait d'Hitler, on connaît suffisamment Hitler. Vous voyez, là, on est dans l'histoire. Souvenez-vous que les professeurs qui ont réfuté ce choix-là des mémoires au bac ont dit c'est un historien, c'est pas un écrivain. Eh bien, ce n'est même pas vraiment un historien. Parce que précisément, c'est quelqu'un qui est en permanence dans le replâtrage de sa propre légende. On le sait, les Gaulliens qui l'aiment bien désigner dans le mythe. Aussi. Et à Chateaubriand, on ne récuse pas le droit d'être... Rappelez-vous qu'il a inventé certaines rencontres aux États-Unis avec Washington notamment. Il n'a jamais rencontré George Washington et ça donne des pages admirables. C'est ça aussi un écrivain. Alors, on peut retourner votre argument en disant que le fait de mentir, si c'est le cas, si ça aboutit à des pages magnifiques, ça fait un écrivain. Il ne s'agit pas d'être le parfait autobiographe de soi-même. Là, c'est la géographe mièvre de soi-même. De Gaulle, ça n'a rien à voir, ce qui n'est absolument pas Chateaubriand. L'entreprise d'Hitler, regardez le portrait qu'il fait d'Hitler. Il faut avoir à l'esprit la définition d'Hitler par Hermann Röchnig, page 761 du Pléiade. Voilà, merci. Le portrait d'Hitler en faux créateur hystérique, revanchard, mesquin, méchant et pleurnichard, qui s'écroule en pleurs dès qu'on le contredit dans le privé, en sanglots, décrit avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de véracité, là, historiquement, par Hermann Röchnig. Voilà comment nous le décrit De Gaulle. L'entreprise d'Hitler fut surhumaine et inhumaine. Il la soutint sans répit. Jusqu'aux dernières heures d'agonie au fond du bunker berlinois, il demeura indiscuté, inflexible, impitoyable, comme il l'avait été dans les jours les plus éclatants. Pour la sombre grandeur de son combat, on parle d'Adolf Hitler, hein. La sombre grandeur de son combat et de sa mémoire, il avait choisi de ne jamais hésiter, transiger ou reculer. Le titan qui s'efforce à soulever le monde ne saurait fléchir ni s'adoucir. Mais, là on est dans l'ignominie, et là on va sombrer dans le ridicule. À l'abject, il ajoute le ridicule. Mais, vaincu et écrasé, peut-être redevient-il un homme, juste le temps d'une larme secrète, au moment où tout finit. Voilà, donc vous avez le mensonge, c'est absolument pas Hitler. Qu'est-ce qui vous choque? Ça ne me choque pas, c'est nul. Qu'est-ce qui vous choque? C'est nul. Jean-Luc Barré, c'est grotesque et nul. La sombre grandeur de son combat, Mais combat, s'agissant d'Hitler. Comment vous l'interprétez? Je l'interprète comme la vision d'un homme qui a conscience, parce qu'il connaît bien l'histoire du monde,
c'est aussi un historien, De Gaulle, d'une certaine Pas du manière. tout. Il C'est a pas été du tout un formé. historien, Bon, non, écoutez, pas du tout. vous en C'est pensez un ce que vous voulez, mais il a quand même été formé comme historien. Il a donné des cours à l'école de guerre, etc. sur mais l'histoire. grandeur, sur Hitler, il y a grandeur. non, c'est grandeur au sens de l'épopée. Qui peut nier que l'Allemagne hitlérienne, avec toutes ses abominations et ses horreurs, mais enfin personne ne discute ça, il y a quand même quelque chose du point de vue historique qui est de l'ordre de l'épopée. Alors c'est monstrueux, on peut dire monstrueux à la place de... Très bien, ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui fascine De Gaulle en tant que spectateur de l'histoire. C'est le Mais il despotisme, peut se le c'est permettre De Gaulle. d'autant plus qu'il est quand même, je vous le rappelle, le seul homme politique français de gauche comme de droite. Et je pourrais dire de gauche surtout, puisque la gauche n'est pas là en 40, le 18 juin 40, elle va arriver par petits bouts, mais l'homme qui prononce le discours du 18 juin, c'était l'homme qui vient de la droite classique, et cet homme-là, il est seul à Londres. Il peut se permettre de regarder Hitler autrement peut-être que nous le regardons. C'est vrai que là, il n'y a pas de cliché pour le coup, c'est très audacieux de dire ça. Et il a une vision de cet homme-là, cet homme, vous savez, je vais aller même plus loin, je vais abonder dans le sens de mon voisin, mais je veux dire, le fait par exemple qu'à la fin de sa vie, il aille voir Franco. Ça peut étonner. D'abord, il n'a pas eu le temps de raconter cette entrevue avec Franco. Mais, alors évidemment, ça a choqué Malraux, ça a choqué Mauriac, tout à fait légitime. On connaît un mais mot qu'est-ce qu'il lui a qui dit. Il lui a fascine dit, vous êtes le général Franco, j'étais le général de Gaulle. Bien sûr. Qu'est-ce qui Il vient se fascine faire virer du pouvoir et Qu'est-ce qui il a très fascine mal pris mai 68, évidemment. Qu'est-ce qui fascine C'est autre chose, mai 68. Qu'est-ce Ah, qui c'est fascine très important pour comprendre Qu'est-ce De qui Gaulle. fascine De Gaulle C'est l'homme de l'histoire. Qui peut nier qu'Hitler soit un homme de l'histoire? Qui peut nier que Staline soit un homme de l'histoire? Oui, mais alors- Évidemment, c'est autre chose que M. Daladier ou M. Herriot, qui ne fascine pas De Gaulle, ça on peut le comprendre. Non, alors la fascination chez De Gaulle se traduit évidemment par des figures littéraires, et c'est là que c'est Bien sûr. intéressant de se pencher Bien sur sûr. le texte. S'agissant de Hitler, on a entendu quelques-unes des analogies qui sont proposées. Le Titan, on est donc dans des figures de puissance à fait. divine mythologique. On a également, donc, pour parler de Hitler, la figure de Prométhée. Pour n'être point enchaîné, Prométhée se jetait au gouffre. Ça, c'est pour parler de son suicide. Et on a aussi Moloch, à propos de son Prométhée, rapport. c'est l'homme qui dérobe le feu aux dieux Et et qui voilà, l'apporte aux hommes. Prométhée C'est un est bienfaiteur de l'humanité. Voilà, Prométhée. donc, c'est ce qu'il veut dire. trois Mais alors, analogies oui, ça pour veut parler dire que c'est d'Hitler. pas mythologie. Dans ce cas-là, il l'utilise Prométhée, pas. Il la Moloch, connaît, dans ce cas-là, c'est Il abject. parle de suicide de Prométhée, il ne parle pas d'autre chose. On dit- Accessoirement, ça pose pas une question. C'est pas problématique de faire lire ça à des gamins. Voilà. Non, mais je veux dire Moi, pour je- le moi, pour je le- le non mais Écoutez, pour s'il y le a de dire bons enseignants, je crois pas. Pour le voilà, non mais c'est pas Ah très. ben c'est la question des bons enseignants, C'est évidemment. pas très important. C'est la seule question qui ne se pose pas, les enseignants, d'ailleurs, comme par hasard, c'est de savoir s'ils sont eux-mêmes capables ou non d'enseigner cela. Moi, je ne vois pas très bien en Oui, quoi mais c'est je dis- en non, quoi mais c'est dérangeant. Je pense suis qu'ils le sont, désolé, que je sois dit, je pense qu'ils le ils sont sont. profs de français, ils sont pas profs d'histoire. Mais, Donc mais est-ce que ça veut dire qu'on n'enseigne pas Saint-Simon et que Saint-Simon, c'est pas la littérature, peut-être Ah, après tout. non, mais Le cardinal Doré et Chateaubriand, non, c'est mais ben, je il y a parle de l'histoire. je parle de la vision entre guillemets avec 1000 guillemets révisionniste qui est la vision donnée d'Hitler dans ce livre. Est-ce que ça pose pas un Non, mais qui problème? vous dit qu'ils vont choisir ce passage? J'en sais rien. Ah bah j'en sais rien. En tout Et cas, ça, c'est le- alors, Je c'est- vous c'est au redis, programme, je c'est crois pas que au- ce soit le c'est- meilleur livre à enseigner c'est au aujourd'hui au programme, bac, je le redis. Non, voilà. Je le redis. Il se trouve que je suis enseignante de lettres moi-même, donc un petit peu au fait des stratégies pédagogiques qu'on peut déployer vis-à-vis d'un texte comme celui-là. C'est évident que la forme de fascination que De Gaulle manifeste à l'égard des figures despotiques, que ce soit Staline, Hitler, le Duce aussi. On a un portrait du Duce qui est très intéressant. Hein. On sent que ces hommes-là sont ce qu'il n'a pas osé être, De Gaulle. Hein. Des caractères, ce que lui appelle Comment des vous caractères, pouvez dire- c'est comment quelque vous chose de pouvez dire très une chose aussi élogieux dans énorme? son Vous voulez dedans. dire que De Gaulle a rêvé d'être Hitler? Enfin, écoutez, il fallait attendre 2010 pour entendre une chose pareille. il a Il est un rapport fasciné ambigu. par les Il a de la figures de sympathie l'histoire. pour Hitler et Eh ben, tous bon, les écoutez, despotes, c'est- au sens étymologique du mot Il est sympathie. Pardon de vous dire, parce c'est- Leur pardon de dire que c'est pathos- n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est n'importe Au quoi. sens étymologique, Il a c'est-à-dire combattu le pathos ce- d'Hitler lui Enfin, il parle. l'a combattu, Ça le- cet homme-là. Enfin, il l'a Il a combattu, arrêtez. Ah, il n'a pas combattu Hitler. Mais non, De Gaulle a combattu Hitler avec ses deux petites mains. Il était à Londres à quand même, emmerder si. Churchill et Roosevelt. Mais il a tout combattu le temps. Hitler. Il est français. Pour les Français, pour Attends, les pour la France garde Non, mais les souvent. Français libres aujourd'hui, Non, mais nous sommes à la De veille du Gaulle, il a 18 combattu Hitler avec Il a combattu Hitler Arrêtez, en dénonçant Alors, la justice. c'est l'hypnose Il a dit, gaulinienne habituelle. Moi, je Il a rien m'appuie combattu du toujours tout, sur oui. le texte. S'agissant des tentations Passons. de De Gaulle vis-à-vis du despotisme, il y a d'abord les métaphores flatteuses, hein, les analogies flatteuses qu'il développe à l'égard de Hitler. Je vous ai dit, des figures mythologiques de pouvoir et une forme d'héroïsme épique. S'agissant de son rapport au despotisme, il en parle. Il lui faut une dizaine de pages pour arriver à repousser la tentation du despotisme. Il le dit lui-même, hein. Tout en écartant l'idée de mon propre despotisme, je n'en suis pas moins convaincu que la nation a besoin d'un régime où le pouvoir soit fort et continu. Il va mettre 10 pages à régler Bien ses sûr. comptes avec cette tentation. Il dit, je pourrais la C'est pas garder. une tentation. Mais bien Il est- sûr. Il est l'héritier. Il est l'héritier. Écoutez, quand en 1940 il lance l'appel de Londres, là aussi, rappelons-nous ce qu'est l'histoire. Autrement, on ne comprend pas grand-chose. Bon, il a vu une France diminuer à un point tel
qu'effectivement, il se dit, et il a parfaitement raison, que la seule manière de gouverner un pays, c'est tout de même d'avoir un pouvoir fort, ce qui ne veut pas dire despotique. Écoutez, entre 1958 et 1969, comparons avec ce qui s'est passé depuis, quel est l'homme politique français, l'homme d'État français, qui a aussi souvent et quasiment chaque année procédé à des référendums, des élections, en disant chaque fois, il finira par le faire en 69 d'ailleurs, que s'il est désavoué par le peuple, il s'en va. Je connais depuis, moi, des présidents de droite comme de gauche qui sont restés au pouvoir, y compris. Ça s'appelle la démocratie de la femme bafouée. Mais peut-être que la démocratie, c'est du chantage. Ça n'est pas un despote. Président de Gaulle autour de ce plateau. On parle de l'auteur de Gaulle. Et bien, l'auteur de Gaulle est un démocrate qui est conscient qu'il faut un pouvoir fort. Son rapport extrêmement ambigu à la dictature. Pas du tout. Il n'y a aucun rapport extrêmement ambigu. Il y a un rapport au pouvoir. Alors, on peut aussi partir sur un autre motif extrêmement important et récurrent de son texte, le rapport qu'il a aux partis politiques. Les partis au pluriel, qui font l'objet de descriptions particulièrement méprisantes de la part de Gaulle. Combien il a raison. Qui tient... Oui, là, nous sommes dans une qualification politique du parti plus unique, que... grand démocrate, en effet. Alors, voici comment il décrit, par exemple, le travail des assemblées. Les assemblées, sous le tranchant des mots, sont dominées par la crainte des actes. Les orateurs y déployèrent... Là, il est dans l'assemblée consultative. Les orateurs y déployèrent des généralités où palpitait l'idéalisme, mais qui restait dans le vague quant aux objectifs pratiques. Plus loin, toujours à propos des membres de l'Assemblée consultative, plutôt que des problèmes qui se posaient aux États, ils se souciaient d'attitudes doctrinales faisant effet sur l'opinion. Encore les choisissaient-ils nébuleuses autant qu'émouvantes. S'agissant encore des hommes politiques, ils règlent leur attitude d'après les préjugés de leurs tendances respectives. Je les vois médiocrement sensibles au mobile dont je m'inspire et qui est la puissance de la France. Enfin, page 126, ils règlent définitivement leur compte aux partis politiques. Ce qui me frappait surtout dans les partis qui se réformaient, c'était leur désir passionné de s'attribuer en propre, dès qu'ils en auraient l'occasion, tous les pouvoirs de la République et leur incapacité qu'ils étalaient par avance de les exercer efficacement. À cet égard, rien ne laissait prévoir une amélioration quelconque par rapport aux 20 manèges en quoi consistait avant-guerre le fonctionnement du régime et qui avait mené le pays à un désastre épouvantable. Verbalement, on reniait à l'envi ces pratiques. Révolution, je termine ce passage, c'était le slogan qui dominait les discours, mais nul ne précisait ce que cela signifiait au juste, quel changement effectif devait être apporté, de gré ou de force, à ceux qui existaient naguère, surtout quelle autorité, dotée de quel pouvoir, aurait à les accomplir. Alors... C'est pas un scoop tout ça. Je veux dire, il n'a jamais aimé les assemblées, il n'a jamais aimé les régimes parlementaires. Il a voilà. Alors, on fait lire à des lycéens de 17 ans un texte qui taquine la tentation du despotisme, qui considère que les partis politiques sont de grosses machines à ambition personnelle, qui ne s'occupent en effet que de référence à des grands principes doctrinaux et jamais vraiment de prendre en charge la marche d'un pays. À des lycéens qui sont en cours de formation d'éducation civique, un tel discours me paraît extrêmement dangereux. Pardon, vous êtes enseignant, donc vous parlez de cela comme si vous occultiez la part de l'enseignant dans un texte, dans la révélation d'un texte. J'imagine qu'on ne va pas lire aux enfants, enfin aux adolescents, pardon, un texte brut comme ça sans le commenter. Alors, il y a une chose, par exemple, que devraient rappeler les enseignants, qui vont sans doute rappeler, c'est que l'homme qui rétablit l'Assemblée consultative à Alger en 1943, c'est De Gaulle. L'homme qui, d'une certaine manière, même rétablit les partis, et c'était d'ailleurs tout son débat avec Pierre Brossolette, c'est De Gaulle, mais ça j'espère que les enseignants vont le dire. Bon, l'homme qui insulte les Arabes et les Noirs dans toutes les conversations privées, c'est De Gaulle. Parler des députés. Bon, l'homme qui a une conception paternaliste des colonisés, c'est De Gaulle. Vous voulez tout mélanger? On parle des députés. Bon, parle de De Gaulle. Le rapport avec les parlementaires. C'est un homme qui a souffert, comme d'ailleurs tous les gens qui, à cette époque-là, ont vu ce qu'était la France de la Troisième République, de l'instabilité permanente de ce régime. Est-ce qu'on peut se rappeler de ce qu'était la 4e République avec deux guerres coloniales en grande partie causées? C'est un cours d'histoire, c'est pas un cours de littérature. Non, mais écoutez, il n'est pas interdit à des enseignants de littérature de rappeler ce que peut être le contexte de l'écriture d'une œuvre. Toute œuvre s'inscrit aussi dans un contexte historique et d'une époque. Il n'y a pas une seule œuvre, même la plus nombrilique ou nombriliste, qui ne s'inscrive pas dans une époque. Bon, et on peut le rappeler. En tout cas, si on est assez honnête, on verra que le rapport de Gaulle au parti est un rapport extrêmement critique, en effet. Je crois d'ailleurs que c'est un livre parfaitement d'actualité de ce point de vue-là. Bon, et qu'on voit bien les limites des partis politiques aujourd'hui, et De Gaulle, de ce point de vue-là, porte un jugement qu'il est bon de connaître. Mais après, on va le discuter. Il s'agit de faire renaître le désir de l'homme providentiel. Donc il s'agit de former la jeune génération à l'aspiration à l'homme providentiel. Écoutez, si elle avait un homme providentiel aujourd'hui, ça lui ferait peut-être pas de mal, mais elle a d'autres hommes ou d'autres femmes. Ouais. Bon, oui, alors effectivement... Vous posiez la question au tout début de cette émission de savoir pourquoi on avait choisi ce volume-là et pourquoi, qui avait imposé ce volume-là. Il faut comprendre qu'en effet,
la manière dont De Gaulle conçoit le rapport entre le pouvoir et la nation est quelque chose qui participe de ce que Guy Debord appelait le spectaculaire intégré. C'est-à-dire il est embryonnairement à l'origine même de la manière de dominer aujourd'hui qu'ont les hommes politiques. Et pas seulement les hommes politiques, aussi les financiers, les grandes compagnies internationales, etc. C'est-à-dire, il décrit ça, il décrit son système idéal. Là, on n'est plus dans la littérature, on est dans l'idéologie pure. Il décrit qu'est-ce que ce serait pour lui le régime idéal, à Claude Guy. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Et vous allez voir, il parle de notre époque à nous, aujourd'hui en 2010. C'est pour ça que Sarkozy et les sous-fifres ont choisi d'imposer De Gaulle au bac. C'est tout ça. Ça vient de là. C'est des mémoires de Claude Guy. Il faudrait d'abord, enfin des mémoires il faudrait d'abord organiser un système, c'est De Gaulle qui parle, dans lequel, en gros, je vous le schématise avant de vous le lire, il faut un double système, d'une part un homme fort, providentiel, puissant, qui a tous les pouvoirs, et d'autre part un second système, qui n'a aucun rapport et qui est parfaitement imperméable, où tout est possible, tout le blabla est possible, tout le monde peut se chamailler, tout le monde peut discourir sur ce qu'il veut, la démocratie de la parole, et qui n'a aucune influence sur les décisions de l'homme de pouvoir. Voilà. C'est ça son système idéal. Il faudrait d'abord organiser un système dans lequel des hommes doués, des hommes disposant d'une réelle autorité, se consacreraient exclusivement aux affaires publiques. Et puis, à côté de ce premier système, pas du tout, pas l'ENA, De Gaulle, si, De Gaulle régnant seul. Voilà. Non. Sarkozy prenant des décisions sur les retraites, et puis après tout le monde va dans la rue, tout le monde discute, et les décisions sont quand même prises, et puis plus personne n'a eu son mot à dire en réalité. Et puis à côté de ce premier système, ça s'appelle le spectaculaire intégré, de ce premier système et en coexistence avec lui, un système à l'intérieur duquel les Français pourraient se livrer tout leur soûl à ce démon d'infamie qui les agite. Alors là, ils pourraient s'en donner à cœur joie, ils pourraient librement pisser du vinaigre, baver et déverser leur bile, seulement sans que cela empêche aucunement les affaires publiques d'être gérées dans l'intérêt national. Bon, d'abord, c'est pas du De Gaulle écrit, c'est du De Gaulle. Mais alors, c'est du De Gaulle révélant à quelle époque sa vérité. Quelle est la date quand on est en 1960 et qu'il y a tous les chefs d'État africains au moment de la décolonisation qui arrivent à l'Élysée, il dit tous ces nègres à l'Élysée, ça fait des ordres. Il dit c'est personne qui le raconte. Mais oui, vous n'avez pas bien lu les propos. Il a dit aussi, les écrits sur De Gaulle. Il a dit de Colombey et de Mosquée. Voilà, les Arabes, ils sont habiles comme des mendiants. Je ne suis pas certaine quant à moi. Qui a donné l'indépendance aux pays africains? C'est pas lui. C'est pas vos amis. S'il vous plaît, on ne fait pas une émission d'histoire en fait. On fait une émission littéraire et donc moi j'ai pour mission de ramener toujours le débat du côté de la littérature et de l'enjeu de mettre un texte pareil au programme du bac des étudiants en littérature, enfin des lycéens en littérature. Quand vous dites que c'est Sarkozy et ses sous-fifres... Ça signifie c'est le pouvoir aujourd'hui. Ouais, mais non. Alors à mon avis, la décision de mettre les écrits de Charles de Gaulle au programme des étudiants de littérature ne sert absolument pas le sarkozysme. C'est même un sacré, je dirais, piège en fait. C'est bien pour ça que je trouve ça bien. Oui, moi je trouve que le gaullisme y apparaît ici vraiment comme un anti-sarkozysme. Il faut juste rappeler un truc concernant Jean-Luc Barré qu'on n'a pas dit au début. Je vous vois venir. Non, mais là, je vous vois venir. Je vous vois venir. Mais je vais le dire quand même. C'est que, outre vos louables activités d'auteur et d'éditeur, vous êtes celui qui, en ce moment, accouche, si j'ose dire, l'ancien président Jacques Chirac dans la rédaction de ses mémoires. Voilà, donc c'est un petit point qu'il faut faire et qui peut éclairer... Je ne parle qu'à mon nom propre. On a bien compris. Chirac qui a beaucoup mieux parlé de Vichy et de ce que représentait Vichy pour la France que de Gaulle. Qui peut juste éclairer ce que vous venez de dire sur Sarkozy. Non. Fin de la parenthèse. Que personnel, vous savez bien que Jacques Chirac ne se prononce pas sur cette question-là. Donc moi, je ne parle qu'à mon nom personnel. Alors donc, moi je disais que le gaullisme apparaît dans ce texte comme un anti-sarkozysme. C'est un anachronisme que je me permets, mais pour des lycéens de 17 ans qui ont la tête toute pleine des frasques de Sarkozy, je pense que lire De Gaulle et découvrir De Gaulle dans ce texte, De Gaulle lançant le programme de la rénovation sociale issu du Conseil national de la résistance, avec vraiment la priorité de la condition ouvrière rehaussée, comme il dit, la conscience qu'il a de la dignité de sa mission, de sa tâche, le fait de surtout jamais commettre d'impair en termes d'image. Par exemple, pas question d'aller habiter les appartements de l'Élysée, parce que le train de vie qu'imposerait au général de Gaulle, toujours lui, il parle de la troisième personne, bien sûr, le train de vie qu'imposerait au général de Gaulle et coûterait à l'État l'installation à l'Élysée serait choquant au milieu de la misère nationale. Alors là, évidemment, on pense aux yachts, on pense aux Fouquettes, on se dit qu'il y en a d'autres qui ne se posent pas la question. Quand il décrit comment il serre les mains de la foule, quand il est au milieu de la foule, De Gaulle, serrant les mains, écoutant les cris, « Je tâche que ce contact soit un échange de pensées ».
De Gaulle serrant la main. Quand même. Voilà. Il serre des mains, une foule en quand on a entendu le casse-toi pauvre con, c'est un échange de pensées. Quand on a entendu le casse-toi pauvre con, on se dit quand même qu'il y a un président ou un homme d'État qui serre les mains. Serre des mains, c'est n'importe quel sous-sénateur américain qui va faire sa campagne, serre des mains, passe son temps à faire des mains. Imaginez qu'il y a un échange de pensées entre une foule qui dit vive de Gaulle et lui-même. Soit c'est un grand délirant, il y a des gens qu'on met à Sainte-Anne pour moi, soit c'est typique d'un despote, d'un dictateur. Je serre des mains, donc il y a un échange de pensées entre moi. Autrement dit, il est incapable de concevoir une autre pensée que la sienne. C'est typique du paranoïaque mégalomaniaque. Mais il dit un échange. Il n'y a pas d'échange de pensée avec quelqu'un à qui vous serrez des mains lorsque vous êtes un homme politique et que vous avez une foule devant vous. Il n'y a pas d'échange de pensée. Entre nous, en ce moment, il y a un échange de pensée. Vous avez un problème de lecture des textes. C'est quand même ce qui me frappe depuis le début. Il ne dit pas une pensée unique, il dit un échange de pensée. Mais il n'y a pas d'échange de pensée avec quelqu'un avec qui vous serrez la main. C'est ce qui s'appelle la communion entre un homme politique et un peuple. Et quand on voit De Gaulle dans une... correspondent absolument pas à la politique. Oui, bien sûr. Et qui sont très marqués idéologiquement également. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Il y a une part de mystique dans la relation entre De Gaulle et la France. Il n'y a pas une part de mystique, et on le retrouve dans ce texte. C'est un vocabulaire très marqué, c'est du Barrès. C'est un texte mystique. Vous êtes barrésien, vous avez le droit. Il n'y a pas d'infamie à être barrésien. Je suis plus péguiste que barrésien. Vous avez le droit aussi. Il n'y a pas à considérer De Gaulle comme un grand écrivain du XXe siècle, si ce n'est que de la ressucée du pastiche de Péguy, de Barrès. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il relate une histoire. De fait, il y a une mystique, c'est vrai, dans les écrits, dans les mémoires de guerre. De fait, il y a une mystique dans le gaullisme. Ça lui vient de Péguy, en effet. En tout cas, la manière qu'il a de qualifier les événements de la guerre, déjà, font surgir du surnaturel et du sacré. La libération, il en parle comme d'un événement quasi surnaturel dont on avait tant rêvé. Le surnaturel, déjà, pour parler d'histoire, c'est forcément un peu troublant. Ça fait intervenir quelque chose peut-être de l'ordre du divin. Il parle des résistants comme des personnalités consacrées par la résistance. Il y a un sacre. Il s'adressera en ces termes. Et vous croisez... Il faudrait donner à chaque fois des détails historiques sur sa manière de se comporter avec les gens, sur lesquels il a une emphase pompeuse dans ses mémoires. Parce que c'est ça le problème du mensonge. Vous voyez, c'est qu'il y a ce qu'il écrit et il y a la manière dont il s'est comporté. Il se trouve qu'on connaît tout sur De Gaulle. C'est ça le problème. On ne connaît pas tout sur Napoléon, on ne connaît pas tout parce qu'il y a plusieurs siècles qui nous séparent. On sait tout sur De Gaulle. On connaît toutes ses infamies, on connaît toutes ses bassesses, on connaît tous ses bons et ses mauvais mots, on connaît tous ses bons mots qui faisaient rire tout le monde. Jamais les bons d'ailleurs, mais tout le monde les connaît les bons, il était très drôle en effet. Alors, que je trouve un bon mot, moi, s'agissant... Avec toute une valtaille de journalistes au garde à vous qui applaudissaient. Il a été l'homme le plus contesté qui soit. S'agissant des bons mots de Gaulle, illustrant la mystique dont je vous parlais, cette manière de croire en une forme de surnaturel, cette foi étrange, il semble que pour De Gaulle, la foi qu'on éprouve soit un facteur d'histoire. C'est avec la foi qu'on fabrique l'histoire. Il est en conversation avec Delattre. Lors du désastre, me demanda Delattre, imaginez-vous cela. Cela, c'est-à-dire que tout va rentrer dans l'ordre, on va s'en sortir. C'est, répondis-je, parce que j'y comptais, que nous sommes ici tous les deux. Parce que j'y comptais. Il a suffi que De Gaulle veuille cela, croit en cela pour que cela soit. On est là dans une parole quasi démiurgique. Mégalomaniaque. Oui, alors en termes de Il était déjà comme ça à 16 ans, figurez-vous, parce que c'est là qu'on voit... C'est évidemment, tous les Gauliens disent que c'était un prophète. Il a tout prévu, on a des récits fameux de Schumann où il lui dit en pleine guerre, il lui explique tout ce qui va arriver, y compris la libération, etc. En réalité, c'est un pur paranoïaque et mégalomaniaque typique, psychologiquement. Sauf que ça marche. Ça marche aussi, sa parole qui a un effet sur le monde. Par exemple, quand il s'agit de lancer l'emprunt pour... rassembler un peu de fric pour lancer l'économie de la libération. Donc, il fait une annonce à la radio. J'annonce au pays que les chiffres déjà atteints, donc les sommes déjà recueillies, les chiffres déjà atteints équivalent à une réussite. Mais j'ajoute, c'est un triomphe que je demande. Et dans la dernière journée qui suit cet appel, un tiers des sommes recueillies le sont après cet appel. Donc, en effet, sa voix, sa parole a ce pouvoir de mobiliser des actes, de faire venir en face de lui l'histoire telle qu'il souhaite la faire venir. La manière dont lui le présente, évidemment. C'est comme ça qu'il le présente, mais ce qui est très émouvant dans le tome 3, c'est que précisément, on est au moment où ça ne marche plus. C'est la fin d'une mystique. C'est la fin de la position messianique, d'une parole. Il reste ce moment-là où il arrive à faire venir de l'argent. Mais ensuite, on sent bien que, il a beau parler, il a beau dire, serrer des mains avec des échanges de pensées très très forts, ça prend plus. Le Messie. Et c'est ça, mais c'est ça qui est émouvant. Il y a un dialogue très intéressant avec Eisenhower. Et à un moment, il raconte dans les mémoires, tome 3 des mémoires, donc on est en plein dans le sujet, que Eisenhower vient le voir et lui dit, écoutez, général de Gaulle, j'avoue que vous avez pris une envergure, j'ai de la considération pour vous, ce que je n'avais pas au début de la guerre, etc. Et de Gaulle lui répond, à la bonne heure, vous êtes un homme,
M. Eisenhower, vous savez dire « j'ai eu tort ». Selon sa propre définition de ce que c'est qu'être un homme, dans les 900 pages ou les 300 pages du tome 3 des mémoires, et dans les 30 ans de carrière de Gaulle, est-ce qu'il a jamais été un homme? Jamais. Jamais il a dit « j'ai eu tort ». Jamais, dit, jamais, lisez les mémoires, il ne le dit jamais. Écoutez, je crois que vous avez lu c'est un mégalomaniaque avec des lunettes très particulières, franchement. Quel tort reconnaît-il dans ses mémoires de guerre? On a le droit de sortir du tome 3. Y a-t-il un endroit où il reconnaît avoir eu tort? Ce n'est pas le mot tort qui est important. Vous êtes un homme, vous savez dire j'ai eu tort. Il dit ça à Eisenhower parce qu'Eisenhower lui dit vous êtes un grand homme. À chaque fois qu'il cite un éloge de lui, est-ce que vous pouvez me laisser répondre à la question qui m'est posée? Il cite une lettre de Himmler, lui dans le chapeau bas. Il cite Himmler pour faire son propre. Mais très bien, tout le monde sait qu'il a été l'ami d'Himmler, de tout ce que vous voulez. A-t-il reconnu Parfait. des torts? Sortons de la caricature. Sortons de la caricature. Jean-Luc Barré, s'il vous plaît. Sortons de la caricature un peu, et même beaucoup. Quand on lit les mémoires de guerre, vous parliez de mélancolie tout à l'heure, il relate bien l'ensemble des problèmes, des obstacles, des échecs. Il parle bien de l'échec de Dakar, par exemple. Il dit bien qu'à Dakar, en 40, quand il essaie de reprendre Dakar... C'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Mais c'est une histoire complexe. C'est une histoire complexe, Dakar. Bon, alors je veux bien que vous... Trouvez-nous une phrase où il dit j'ai eu tort. Vous pouvez tout raccourcir, on vous demande une question simple. Mais il y a aussi une vérité historique qui manifestement vous échappe. Donc il y a des... Il n'y a jamais j'ai eu tort. Mais parce que... Il n'y a jamais j'ai eu tort. Ça ne lui correspond pas. C'est pas le personnage de Gaulle. Mais il le dit autrement. Mais pourquoi voulez-vous... Attendez, un écrivain assez beau... Vous êtes une mauvaise foi étonnante. On peut adorer un homme. Moi, il y a des tas de gens qui adorent. Si vous me dites Baudelaire a tué sa mère, je dirais bon, bah, si c'est historique, oui, ça n'empêche pas d'aimer les poèmes de Baudelaire. Vous avez le droit d'aimer De Gaulle, mais vous êtes sous hypnose, c'est extraordinaire. Tous les gaullistes sont comme ça, c'est étonnant. C'est étonnant. La seule question que j'ai envie de vous poser, vous qui faites un procès permanent et virulent de Gaulle, permanent. Attendez, excusez-moi, dites-moi, entre 1940 et 1958, voire 1969, à la place de Gaulle, qui aurait été l'homme politique français? J'en ai rien à faire. Moi, je suis écrivain, je suis pas homme politique, ça m'intéresse pas. Mais vous portez pas un qui à la place de Hitler, qui aurait qui aurait fait d'aussi belles autoroutes et inventé la Volkswagen. On n'en a rien à foutre. Je suis pas au gouvernement, moi je travaille pas pour le gouvernement. Un politique permanent sur le Gaulle. Je porte un gouvernement de pensée. Attendez, ça a été que ça l'émission pendant une heure. Sauf que moi, je ne le nie pas. Je dis que je porte un jugement politique et que bien sûr, je porte un jugement politique. Quand ça vous embête, je dis ah non, moi je suis un romancier. Il semblerait donc qu'il soit c'est quelqu'un qui pense les choses et qui pense aussi l'histoire. Il semblerait donc qu'il soit impossible de parler de Gaulle comme un écrivain avec un discours purement littéraire, puisque nous n'avons fait que dévier toujours vers une analyse politique du personnage. Je souhaite bien du courage aux enseignants de lettres de l'année prochaine et l'année d'après qui devront parvenir à construire un cours de littérature sur les mémoires de guerre de Charles de Gaulle. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ce débat particulièrement houleux. Merci Daniel d'y avoir contribué. On se retrouve très bientôt. Bonne lecture d'ici là. Ciao.